Savoir dire les choses comme elles sont. Quand il y a des pyramides, c'est des pyramides, et quand il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Et c'est tout. C'est pas une question de créer des pyramides où il n'y en a pas. Maintenant, le vrai défi là-dedans, est-ce qu'il a existé des civilisations avant Sumer, des civilisations antédiluviennes? Faudra-t-il réécrire l'histoire? L'Institut Nord-Sud Institut est en fait une fondation privée qui a été conçue et déclarée en préfecture du Var le 10 mai 2010. Et depuis 3 ans, s'est développée au point de réunir au départ 4 personnes et d'atteindre aujourd'hui 340 membres actifs et plus de 4100 sympathisants. Voilà, la Fondation Nord-Sud Institut est en fait un organisme qui est dédié à la promotion de l'histoire des civilisations, de l'exploration et de l'aventure. Très bien. Ce qui en fait un établissement unique dans le monde d'ailleurs. Oui. Oh ben, c'est pas difficile. Disons que moi j'avais pris un engagement par rapport à mon public, par rapport aux fans et aux membres de Nord-Sud Institut, c'était d'aller rechercher la vérité sur les pyramides de Montevecchia, en Italie, au nord de Milan, et sur les pyramides de Bosnie, dans la vallée des pyramides, à Visoko, à 30 km au nord de Sarajevo. Quand nous sommes arrivés sur les pyramides de Montevecchia, on s'est rendu compte que de pyramides, en fait, il n'y avait que le nom, que toutes les conditions techniques, ne serait-ce que des conditions géométriques, pouvant qualifier tel ou tel monument, montagne ou colline de pyramide, n'étaient pas réunies du tout. Il y avait toute une série de choses qui mettaient en évidence, il serait trop long de dire ici dans ce reportage, mais qui paraîtra prochainement dans un rapport qui va être publié. Beaucoup d'éléments contredisaient complètement la théorie de ces fameuses pyramides, de ces 3 pyramides, à savoir d'abord que la plupart des pyramides n'ont pas 4 pans, ce sont des pyramides à 3 pans, elles n'ont aucun angle identique, quelle que soit la face qu'on regarde. Et en fait, si l'on regarde bien, si on prend le temps de faire une attention et un panoramique sur la zone, on s'aperçoit qu'en fait, ces 3 collines qui ont été terraformées par les viticulteurs et agriculteurs du coin, simplement pour l'adapter aux produits de la vigne, et qu'il n'y avait rien du tout, on n'a pas trouvé la moindre début de commencement de preuve de quelque chose d'antique. Donc tout ce qu'on a trouvé, y compris le tablier du soi-disant temple de la pyramide 1, au mieux il date du 19e siècle, le support de tablier a été fait avec des pierres tout à fait normales, scellées avec du ciment d'aujourd'hui, quoi. Donc d'autant plus que nous avons voulu vérifier s'il y avait des charges énergétiques, puisqu'on parlait de charges énergétiques sur Visoko. On s'est dit pourquoi pas sur Montevecchia, vérifions. Nous avons vérifié, en fait nous avons surtout vérifié qu'il n'y avait absolument rien. D'autant plus que pour aggraver la situation, la plupart des habitants du petit village qui est juste à côté de Montevecchia, car c'est pas véritablement à Montevecchia, mais juste dans un petit hameau à côté, nous ont regardé avec un sourire compatissant, celui qu'on fait au bonnet, venant chercher des pyramides qui, bien entendu, pour eux n'existent pas. Et d'ailleurs, elles existent tellement pas qu'il n'y a même pas de panneau indicateur pour indiquer, et comptez pas sur l'endroit pour trouver un commerce en rapport avec les pyramides, puisqu'il n'y a absolument rien là-bas. Ils le savent, ils en sont conscients, et en fait, je pense que partout sur le net, on y croit, mais il n'y a que sur le net. Si vous allez sur place là-bas, j'estime qu'il vous faudra moins d'une matinée pour démonter l'intégralité de ça, d'autant plus que les 3 pyramides étaient soi-disant alignées sur le baudrier d'Orion, et en ça devait ressembler
à une construction identique au plateau de Gizeh en Égypte. La photo que vous pouvez trouver sur le net est une photo qui est trafiquée, une photo satellite des lieux a permis de... C'est un photomontage. La photo satellite des lieux a très vite démonté cette théorie. Ce qu'il faut savoir, surtout dans un premier temps, c'est que nous avions la même logique, la même pensée, le même rationalisme pragmatique. J'arrête pas de le dire, les gens pensent toujours que je suis dans une logique, je ne sais pas, du sensationnel. Je ne joue pas à Indiana Jones, j'ai horreur de ce type-là, il n'a rien de commun avec moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, et je ne suis pas un archéologue pitié. On arrête de me taxer d'archéologue, et encore plus de pseudo-archéologue. Je suis un aventurier, une différence essentielle entre les deux personnages. L'aventurier, c'est quelqu'un qui recherche le défi, la difficulté. Un archéologue recherche l'histoire. La différence quand même entre les deux est très importante. Un aventurier va chercher ce qui est perdu, et quand il l'a trouvé, il donne les clés à l'archéologue, et c'est à lui de faire le ménage. C'est pas à nous de faire le travail que fait l'archéologue. On ne joue pas dans la même cour, on n'est pas dans les mêmes défis. Voilà, on est plus dans un défi qui relève plus du sport. Donc. Maintenant, c'est vrai que je suis un passionné d'histoire des civilisations particulièrement, que je dirais un certain nombre de personnes et de personnes scientifiques avérées me considère comme un spécialiste des civilisations présantiques. Et par-delà, mon intérêt pour les pyramides autant de Montevecchia que de Visoko était justifié sur cette expédition. Quand nous sommes arrivés là-bas, de toute façon, ce qu'on a vu, c'est déjà qu'il y avait à boire et à manger, si je puis dire. C'est-à-dire que, encore une fois, entre ce qui se dit sur le net et ce qui est la réalité des choses, il y a des fakes. Il y a aussi des choses qui sont troublantes. Alors, évidemment, moi, j'arrête de suite, voilà, toute tentative de détractation. Mais ce qui est surtout à retenir là-dedans, c'est que au niveau des pyramides, en 4 jours, on ne peut pas tout voir. On était en reconnaissance, et je l'ai dit dès le départ, on était là pour voir ce qu'il y avait de vrai, ce qu'il y avait de faux. On a trouvé du faux, il y a des choses qui sont, enfin du faux, des choses qui sont très discutables, sur lesquelles j'ai un certain scepticisme, à savoir que le tumulus de Vratnica est une construction du néolithique. Il y a des choses qui me laissent douter de ça, ce qui n'enlève rien à ce que je vais révéler ensuite à propos de ce tumulus, mais en tout cas, qu'il ait été construit, j'en ai un certain doute. Il y a un certain nombre de choses qu'on m'a présentées sur certaines pyramides, là aussi pareil, j'émets un certain doute. Par contre, il est vrai que j'ai effectué une visite complète. D'ailleurs, j'ai demandé à Semir Osmanagic de me faire le tour complet de la vallée des pyramides dans l'ordre chronologique des découvertes, de manière à pouvoir les voir les unes après les autres et de me faire mon propre avis sur chacun des monuments exhumés, si je puis dire. Et j'ai plutôt un avis favorable en ce qui concerne effectivement la pyramide du Soleil et les tunnels de Ravenay qui sont une véritable énigme, ça j'en suis convaincu. Maintenant, le point le plus important, c'est que les fréquences ultrasoniques qui ont été décrites par l'équipe russe qui est passée, qui a été d'ailleurs diffusée dans différentes émissions de radio, se sont avérées exactes, je dirais même bien plus précises que celles qui ont été enregistrées préalablement, mais il faut dire qu'on était venu avec un matériel extrêmement précis et surtout un matériel dont les mesures étaient indiscutables, dans le fait que chacun de ces engins nous a été donné par des sponsors. Je ne sais pas si on peut les citer ici, mais c'est assez remarquable de savoir que des sociétés comme PCE, Instruments, Magenta Electronics, Quadrarad, qui sont 3 grandes sociétés d'instruments de mesure de précision, donc Quadrarad dans le domaine de la radioactivité, Magenta dans le domaine de tout ce qui touche les ultrasons et PCE dans tout ce qui touche la radiométrie des champs magnétiques, ont fait l'effort de nous donner un matériel, de nous donner tout un équipement complémentaire avec ça, et ont scellé chacun de ces engins de telle manière qu'on ne puisse pas trafiquer, retoucher, parce que je voulais absolument pouvoir apporter la preuve au public que les mesures que nous avions étaient des mesures tout à fait fiables, pas des mesures qu'on aurait pu arranger.
Personnellement, au niveau des écritures, pareil, j'ai vu un certain nombre d'écritures sur les fameux monolithes K, les différents monolithes qui se trouvent là-bas, mais même une plaque qui était gravée de glyphes qui pouvaient rappeler certains glyphes de Glosel ou des glyphes runiques. La problématique, c'est que par rapport au rapport de radiocarbone que j'ai eu de la région et des différentes zones qui ont été explorées, ces écritures me paraissent être hors contexte. Elles me paraissent trop récentes pour l'antériorité des lieux. Donc je ne dis pas que c'est un fake, mais je me pose quand même quelques questions sur ces écritures. Ah oui, 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 tout à fait. C'est pas à l'intérieur de la pyramide, c'est à l'intérieur des tunnels de Ravenay. En fait, lorsqu'on pénètre à l'intérieur de ces tunnels, il faut savoir que les tunnels de Ravenay couvrent une surface d'à peu près 6 km². Il y a environ 12 km de long de couloirs qui sont diversifiés, ramifiés, dont une très grande partie sont encore ensevelis. Une chose qui est quand même intrigante, c'est que ces tunnels ont été creusés dans une matière particulière. Enfin, le revêtement dans lequel ça a été creusé, c'est un conglomérat de pierres ayant des particularités piézoélectriques. En même temps, la terre qui a bouché ces tunnels est une terre qui vient de l'extérieur et qui n'a rien à voir avec le revêtement dans lequel les tunnels ont été creusés et qui a été d'ailleurs particulièrement et minutieusement rebouché avec de la terre très fine compactée et à chaque fin de tunnel des murs de pierre sèche avant de continuer d'ensevelir, de telle manière d'en interdire absolument l'accès. Donc on ne sait pas. Moi, on a parlé avec Semir de 4 civilisations possibles. On pense que la première a créé les pyramides et les tunnels, etc. Et la deuxième s'est acharnée à détruire le travail de la première. Pour quelle raison? On n'en sait strictement rien. On sait simplement que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la théorie qui nous paraît la plus probable. Quant aux deux autres, ces civilisations-là sont trop récentes, rapport toujours au radiocarbone, pour avoir pu avoir une implication quelconque dans l'histoire de ces monuments. Donc, les tunnels Ravenay contiennent un certain nombre de mégalithes, dont on ne s'explique pas d'ailleurs la présence à l'intérieur, et plus l'on s'enfonce à l'intérieur de ces tunnels, plus la taille des mégalithes que l'on rencontre prennent des proportions absolument titanesques. Le dernier, le K5, qui a été trouvé le lendemain de notre départ d'expédition, doit peser entre les 12 et 14 tonnes. Et la taille est telle qu'on se demande comment ils ont pu le glisser à l'intérieur. Voilà. Maintenant, toujours est-il qu'il est là, quoi. Donc le K2, c'est un des premiers monolithes que l'on rencontre lorsqu'on s'enfonce à l'intérieur de l'entrée. Il a une particularité étonnante, c'est qu'il a l'air d'être en fait un monolithe creux, assemblé et soudé par une sorte de ciment, mais clairement pas un ciment actuel, quelque chose de très ancien quand même. Et au dire de l'équipe de la Fondation pour les pyramides de Bosnie, il y aurait une sphère ovaloïde à l'intérieur, en suspension, entre le couvercle et le sarcophage, et qui aurait des propriétés particulières. Donc j'ai proposé d'ailleurs à Semir Osmanagic pour avril 2014, à l'occasion de l'EPR2, de radiographier le K2 pour localiser très précisément cette sphère, de percer le sarcophage et de vérifier, de filmer avec une caméra fibroscopique le fameux objet, puisqu'apparemment, aux radiographies que je n'ai pas vues pour l'instant, il semblerait que l'objet soit parfaitement fini, sans aucune aspérité. Par contre, une chose que j'ai pu constater de mes yeux, et ça c'est extraordinaire sur le K2, c'est que j'ai posé un radiomètre dont l'objectif était de mesurer les radiations électromagnétiques, s'il y en avait. Et juste à côté de cet engin, à 80 cm, j'ai posé le compteur Geiger. Ce compteur Geiger a donné des mesures en micro-REM qui étaient tout à fait celles qu'on retrouve comme radioactivité naturelle sur le sol, c'est-à-dire entre 7 et 14 micro-REM. Sauf que, au moment où j'ai posé le radiomètre pour mesurer les ondes électromagnétiques, il s'est passé un phénomène extraordinaire. L'énergie du radiomètre a été littéralement absorbée par le K2
qui a littéralement, mais alors en quelques secondes, vidé les piles. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que dans le même temps, le compteur Geiger a mesuré cette captation d'énergie, puisqu'il est passé rapidement de 14 à 24 et jusqu'à 50 microrem pendant le temps de la décharge. Donc il a capté en fait une énergie, il a pompé l'énergie de notre matériel de mesure. Ceci dit, sans le griller, c'était quand même extraordinaire. J'ai donc enlevé le radiomètre et je suis resté sur la radioactivité puisque j'avais envoyé une de mes assistantes faire une mesure de l'atmosphère au niveau ion négatif pour vérifier un peu cette progressivité qui a été déclarée dans le tunnel. Je suis donc resté un certain temps seul face à ce monolithe avec ce compteur Geiger. Quelques minutes après cet incident, un groupe de personnes est venu, probablement des volontaires avec leur chef d'équipe, et les gens se sont assis autour de ce monolithe pour la bonne raison qu'il y a des bancs à côté, le temps d'expliquer en gros la tournure des événements en ce qui concernait leur planning. Et là, il s'est passé un truc absolument fabuleux, c'est que le compteur Geiger a regrimpé très rapidement et même monté jusqu'à 110 voire 120 microrem pendant la présence de ces personnes. Et je tiens à préciser quand même qu'aucune de ces personnes était en contact physique avec le mégalithe. Elles étaient tout juste à proximité. Quand ces personnes, quand leur chef d'équipe a fini son speech, si je puis dire, son briefing, ils se sont engagés dans les galeries. Au moment où les personnes sont parties, le compteur Geiger est retombé à la radiation naturelle du sol, sans que personne n'intervienne autour. En quelque sorte, ce mégalithe a une curieuse particularité, c'est de capter une énergie, peut-être l'énergie des êtres vivants, en tout cas l'énergie des instruments de mesure, sans aucune hésitation, puisque je l'ai vu de mes yeux, pose ainsi une question de sa véritable utilité à l'intérieur de ce tunnel. Quel rôle joue-t-il? Pourquoi il fait ça? Sachant qu'il y a une petite particularité surprenante, le couvercle semble représenter le relief de la vallée des Pyramides, mais à une époque particulièrement reculée. C'est-à-dire que quand on vérifie une carte en relief de la vallée des Pyramides et qu'on regarde le couvercle, on retrouve cette vallée, mais on retrouve les monts principaux, si vous voulez, on retrouve à peu près toute la configuration qu'il y a dessus, mais véritablement, le milieu a quand même bougé entre les deux, mais pas assez pour qu'on puisse considérer que c'est juste une vue de l'esprit. Il semble clairement que ça soit une sorte de carte qui a été faite dessus. Pourquoi, encore une fois, on n'en sait rien. Ah ben, des analyses comme ça, je les ai faites, j'ai fait ça sur tout le tunnel Ravenay, j'ai fait les mêmes analyses sur la pyramide du Soleil. Sur la pièce, je n'avais pas vraiment le temps pour faire autre chose en 4 jours, on a fait le plus qu'il était possible, et sur le tumulus de Vratnica. Sur la pyramide et le tumulus, on n'a pas trouvé un niveau de radioactivité particulièrement anormal, ni de forts champs magnétiques naturels. Par contre, on a repéré effectivement l'émission de radiation électromagnétique, donc d'une onde électromagnétique, partant du sommet. Cette onde a été identifiée mais n'a pas été mesurée. Toutefois, un rapport d'une équipe russe antérieure a pu cadrer cette fréquence aux alentours des 28 kHz en matière d'ondes électromagnétiques. Il faut bien préciser qu'une onde ultrasonique et une onde ultra-électromagnétique, ce n'est pas du tout les ondes de même nature. La première, l'onde électromagnétique, peut voyager dans l'espace. Elle n'a pas besoin d'une matière pour circuler, alors que l'onde ultrasonore a besoin d'une matière pour pouvoir voyager, pour pouvoir circuler. Donc ce sont deux ondes différentes. Ceci dit, les analyses faites sur l'onde ultrasonique ont prouvé que son apogée dans sa courbe d'amplification, de réception, tournait autour des 27,4, pratiquement 28, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, je pense, c'est encore à mesurer sur l'onde électromagnétique, que ces deux ondes soient en fait deux ondes émises sur la même fréquence mais n'ayant pas la même nature. Voilà, ça c'est un point très important. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons trouvé sur le tunnel de Vratnica. La fréquence qui a été analysée, mais pour l'instant, je précise bien pour le public, pour tous ceux qui nous écoutent, que nous n'avons pas encore de validation de ces mesures de manière
définitive, que par voie de conséquent, nous devons en rester aux suppositions et aux premiers résultats, qui ne sont pas forcément des résultats définitifs. On peut très bien, à la fin de ces résultats, trouver un résultat inverse. Les protocoles que nous avons suivis sont les protocoles de l'archéologie internationale, c'est-à-dire que lorsque nous avons fait nos recherches, nous avons essayé d'utiliser évidemment les mêmes techniques, les mêmes process, les mêmes formulaires. Nous avons utilisé ces matériels en les plombant pour justement éviter toute rumeur ou possibilité de dire qu'on aurait pu arranger les mesures à notre affaire. Et ces instruments, c'était évidemment des compteurs GIGR, des radiomètres, c'est-à-dire des instruments de mesure quand même qui ne sont pas des instruments de mesure qu'on trouve systématiquement dans la rue ou chez des chercheurs habituels, puisque c'est une recherche extrêmement spécifique qui a été faite. Donc, par contre, toutes les mesures ont été faites, il y a eu des films qui ont été tournés, il y a eu des photographies qui ont été prises. En fait, sur le site de Vissoko, je réunis quatre découvertes, 4 débuts de preuves qu'il va falloir valider. Mais effectivement, si on trouve la preuve définitive de leur existence, on mettra un point final au refus de l'archéologie internationale de croire à une existence de civilisation avant Sumer. Et donc ça validera tout ce qui a été découvert dans ce qu'on appelle cette période l'ère antédiluvienne, l'ère d'avant le dernier déluge. D'abord, premièrement, les tunnels ravenés sont constitués d'une architecture extrêmement intrigante, qui est constituée de tunnels en forme de portes romanes, de tailles différentes, de diamètres différents, par lesquels passent des courants d'air. Ces courants d'air évolue tout au long des 750 mètres du tunnel. Il faut réaliser que nous parlons d'un tunnel qui fait 750 mètres de profondeur, 750 mètres de distance dégagée et plonge jusqu'à 35 mètres de profondeur. À cette distance de l'air libre, on devrait avoir un taux de dioxine élevé, une température élevée et l'impossibilité de respirer. Or, l'intégralité de l'air est parfaitement sain. Le taux ionique en matière d'ions négatifs est même extrêmement surprenant. La température là-bas, c'est 12 degrés, où qu'on aille dans la distance. Et on sent régulièrement le courant d'air frais venir, alors qu'il n'y a aucune machine pour pouvoir pulser cet air vers l'intérieur des tunnels. Je pense qu'en réalité, il y a une science de l'atmosphère des courants d'air, une architecture des courants d'air, qui permet à ces tunnels d'être alimentés en air de manière scientifique, automatique, architecturale, dans des techniques et des architectures qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Deuxièmement, effectivement, la présence de ions très puissants, notamment dans la salle de méditation, vers les 750 mètres, jusqu'à 43 millions négatifs par rapport aux 1000 de l'entrée, prouve quand même qu'il y a un savoir-faire dans le chargement bienfaisant, bien-être des ions négatifs. Alors il faut savoir que les ions négatifs ont un effet sur notre corps bienfaiteur, puisque c'est normalement eux qui ont un effet calmant. Par exemple, quand vous êtes près d'un lac, au bord de la mer, par rapport à une rivière de montagne, quand vous buvez cette eau fraîche et que vous vous sentez bien, c'est pas tellement parce que vous buvez de l'eau, c'est parce qu'en même temps vous absorbez, votre corps absorbe ces ions négatifs. Donc, moi-même, personnellement, j'ai ressenti des choses à l'intérieur de ces tunnels. Il faut savoir que j'ai une légère hypertension cardiaque, que je prends donc des médicaments pour éviter cette hypertension qui crée des pressions sur ma poitrine. J'ai passé 20 minutes une première journée dedans, puis ensuite 1h30 pour faire des recherches plus poussées. Durant ces 2 périodes, je ne ressentais absolument plus aucune compression sur la cage thoracique, aucun malaise. Mais non seulement je ne ressentais plus ça, mais je n'avais même plus besoin de prendre le médicament. Je n'en ressentais plus le besoin. Et ça a duré 2 jours encore, après ce passage finalement très épisodique à l'intérieur de cet endroit. Moi je pense sincèrement que cet endroit est une sorte de centre de remise en forme, une sorte de clinique
naturel. Maintenant, reste à le prouver, bien entendu. Mais il est clair que ces tunnels, notamment des tunnels de 50 cm, c'est pas fait pour que des gens s'amusent à ramper dedans. Ils avaient une autre fonction. Et d'autant plus que ces tunnels de dimensions différentes sont tous le long d'un tunnel qui lui-même est, lui, par contre, assez régulier en hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez passer par cette zone pour ressentir tous les effets. Et les arrêts au mégalithe, vu ce qu'a fait le K2, pourrait très bien être une sorte d'inverse d'une irradiation, une captation de quelque chose qui vous serait négatif. Maintenant, je ne peux pas encore le prouver, je veux bien que ça soit clair au niveau du public, mais nous avons quand même toute une série de faits corroborants qui posent question, et si je compte partir en avril mesurer les tunnels Ravenay, c'est parce que j'ai proposé à un ami dans le Gard de reproduire ces tunnels à l'identique, en essayant d'utiliser un matériau peut-être pas de la même nature, mais aux mêmes facultés, et vérifier si nous obtenons les mêmes résultats, en architecturant purement et simplement, sur une zone donnée, une copie conforme des tunnels. Donc, ce qui serait une grande révélation et la ruine des sciences parallèles en matière de soins, hein, puisque s'il suffisait de soigner le corps en allant à Visoko, c'est beaucoup moins coûteux que... Maintenant, les fréquences sont extrêmement intrigantes et c'est bien dommage que je ne puisse pas vous les faire écouter, parce que bien qu'elles n'aient pas encore été complètement validées, il y a véritablement quelque chose, et notamment sur les doubles fréquences du tumulus de Vratnica. Les deux fréquences du tumulus de Vratnica sont opposées diamétralement et parfaitement. Elles sont posées selon les deux points cardinaux nord-sud. Elles n'ont pas le moindre degré, minute d'écart. Elles sont parfaitement alignées sur les deux pôles magnétiques. D'accord? Et elles émettent toutes les deux avec un léger décalage entre elles. Elles sont, comme on dirait dans une chorale, en canon. Mais surtout, ce qui a été intéressant, c'est qu'un des laboratoires qui travaille sur ces fréquences a identifié un bruit de fond derrière. Parce qu'il a fallu aussi dégager toute une série de bruits parasites, dont notamment des bruits de criquets, qui s'apparentaient assez à la fréquence par rapport au son brut ultrasonique. Donc il a fallu nettoyer ces fréquences. Mais en nettoyant ces fréquences, ils ont mis la main sur une fréquence particulière, un son très grave et régulier, parfaitement régulier, qui était le bruit de fond. Et quand on écoute ce bruit de fond, on a véritablement l'impression d'une machine qui répète un cycle et qui est profondément ancré, probablement profondément installé, et en tout cas de taille très importante, parce que la gravité du son indique un matériel puissant et lourd. Donc ce matériel existe-t-il ou pas? C'est aussi un des objectifs de l'EPR2, c'est d'aller essayer de le localiser pour de bon. S'il existe, il faut qu'on sache s'il existe, donc on va essayer de lui mettre la main dessus. Ces trois fréquences ont une particularité aussi. Les deux fréquences de Vratnica sont en décalage léger avec la fréquence des pyramides, de la pyramide du Soleil, et semblent s'intercaler parfaitement dans la courbe sinusoïdale basse de l'onde émise ultrasonique de la pyramide du Soleil. Comme si ces trois fréquences communiaient entre elles, je devrais même dire communiquaient entre elles, se transféraient des informations. Et la régularité de ces fréquences, il faut les entendre pour que le public puisse les comprendre, et j'espère les mettre rapidement en ligne pour que les gens se fassent véritablement une véritable idée de ça, c'est qu'il semblerait que le tumulus de Vratnica reçoit des informations de la pyramide du Soleil et en retransmet de manière régulière. Et il y a un problème sur la fréquence de la pyramide du Soleil. Elle semble lancer une fréquence régulière et à un moment donné, elle rythme pour relancer la même fréquence, un peu comme un disque rayé. Il semblerait donc qu'il y ait une possibilité que le système, là aussi, fonctionne, qu'il y ait donc une possibilité de machine, mais celle-ci a l'air d'être endommagée puisqu'elle répète toujours la même séquence. Ceci dit, un autre détail très important,
Je ne sais pas si toutes les pyramides de Visoko sont des pyramides réelles ou imaginées, mais je peux dire que la pyramide du Soleil est probablement le prototype de toutes les pyramides qui existent dans le monde. C'est probablement la plus ancienne. Au départ, c'est une colline qui a été terraformée, dans laquelle une peuplade quelconque a créé toute une série de galeries et de tunnels de manière troglodyte, dans lequel elle aurait pu installer une technologie dont elle a le secret, elle, et qu'elle a recouvert d'un béton particulier, qui n'est pas un béton de ciment comme celui qu'on utilise, mais un béton d'argile, avec une argile tout à fait particulière, qui a une capacité non seulement isotherme, mais électrique, de captation d'électricité très puissante, et qui attire la foudre sur cette pyramide. Il semblerait donc en fait qu'on ait affaire à une sorte de capteur d'énergie qui alimenterait cette machine et lui permettrait d'émettre. Alors, qu'est-ce qu'elle émet? On n'en sait rien. Est-ce qu'elle transmet un message à travers l'onde électromagnétique ou l'onde ultrasonique? Je pense plutôt que l'onde ultrasonique serait un résidu de l'onde électromagnétique à travers la machine, une vibration liée à la machine qui se transfère à l'intérieur de la pyramide. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il semble que l'onde électromagnétique, elle, gagne en puissance au lieu de perdre en puissance, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la base et qu'on remonte vers le sommet. Donc on n'a pas pu malheureusement mesurer l'onde en altitude, puisque nous n'avons pas pu mettre de matériel aérien en œuvre. Et nous sommes restés sur cette question et nous comptons d'ailleurs résoudre ce problème, pareil, en avril 2014. Aujourd'hui, ces instituts en sont encore à analyser des choses. Donc pour l'instant, j'ai effectivement quelques réactions d'amis qui travaillent à l'intérieur, ce qui ne va pas rendre pour autant l'analyse plus favorable. C'est pas parce que je connais des gens là-dedans qu'ils vont être favorables à mes théories. Mais pour l'instant, les institutions en tant que telles ne réagissent pas, elles sont dans le travail d'analyse. J'aurai, je pense, les premières véritables retombées fin de ce mois, début du mois prochain. Là, je pourrais en parler. D'ailleurs, je communiquerai, puisque dès que j'aurai des résultats, je les transférerai, je les communiquerai notamment sur le site de Nord-Sud Institut, sur ma page personnelle éventuellement, et en tout cas pour l'ensemble du public qui me suit sur la page sur Facebook. Le but de l'opération, là, nous sommes partis non seulement pour trouver la vérité, mais le fait que j'ai trouvé à Visoko des choses extrêmement troublantes qui pourraient étayer complètement la théorie des civilisations antédiluviennes, voire de marquer un pas très important dans la reconnaissance de celles-ci comme étant des vérités historiques, il est évident que mon souhait est qu'elles soient validées. À l'heure d'aujourd'hui, je dirais franchement que si je reste sur le ressenti par rapport à mes relations avec ces différentes institutions, je dirais qu'il y a de bonnes chances qu'on aboutisse à une validation. Maintenant, j'attends quand même, je suis prudent, hein, je suis quelqu'un de très mesuré là-dedans et je ne m'emballe pas comme ça à la première seconde. J'attends donc ces résultats. Maintenant, on va dire j'ai bon espoir, je suis positif là-dessus. Pour ces trois chercheurs, ils fonctionnent sur des domaines un peu différents, ils ont des approches un peu différentes de la mienne. Ils n'ont pas peut-être un ancrage aussi poussé que moi dans la recherche absolue de réalité, de rationnel, de cartésien. Je suis peut-être plus prudent qu'ils sont peut-être plus enthousiastes que moi. Je ne sais pas si on peut dire que ça va accréditer leur recherche, mais je pense qu'effectivement, si un certain nombre de ces points que j'ai énoncés tout à l'heure dans cette interview sur ces 4 grandes découvertes s'avéraient validés, je pense que ça consoliderait certains aspects de leur recherche, et notamment, pour l'avoir vu, une partie de ce qu'on peut voir dans le film sur les révélations des pyramides. Maintenant, de Jacques Grimaud, oui. Maintenant, je reste prudent puisque de toute façon tout va dépendre de la validation.
Et après, il y aura peut-être une deuxième approche à faire dessus. Parce que je trouve quand même que concernant ce film, qui est très bien fait au demeurant, Jacques Grimaud s'est peut-être un peu avancé sur un certain nombre de choses, en terrain découvert sans avoir forcément les preuves formelles derrière qui pouvaient le protéger, si je puis dire. Et je pense que si aujourd'hui son film fait débat, c'est parce que justement il manque cet étayage. Avec un peu de chance, je vais peut-être lui apporter un coup de main providentiel. On va dire ça. Je dirais simplement que là, je pourrais apporter un démenti formel dans la mesure où j'ai moi-même étudié, et on peut lire l'intégralité de ces détails dans mon livre Civilisation antédiluvienne. J'ai été aidé notamment par l'Université de Franche-Comté sur tout le domaine de la glaciologie dans ce livre, où je décris non seulement la France, mais le monde entier à l'époque de la période glaciaire qui court de moins 117 000 jusqu'à moins 7 000 avant Jésus-Christ. Et donc, une chose que je peux dire, c'est que ceux qui avancent cette théorie n'y connaissent absolument rien en matière de déglaciation, en matière du climat qui régnait à cette époque-là. Il n'est pas vrai que la Bosnie était recouverte par des glaciers fabuleux et que là-dedans, il ne pouvait y avoir de vie parce que c'était littéralement l'Arctique. C'est une utopie complète. Et je les mets au défi de me prouver le contraire. Voilà, et je préférais quand même, quant à me prouver le contraire, qu'ils me le prouvent scientifiquement, le contraire. Hein, c'est ce que ça ne m'entende pas de me dire, comme beaucoup de personnes à travers Internet, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je n'ai pas de quoi argumenter. Donc je préfère qu'ils me disent, je suis scientifique, je suis au CNRS, je suis à l'Institut du Globe, et voilà ce que j'affirme, et voilà les documents. Je ne croirai que ce qu'on me mettra en face qui sera d'ordre scientifique. Et moi, je réponds catégoriquement, il a pu exister une civilisation à cette époque, dans cet endroit. Elle est maintenant simplement à identifier clairement et on verra ce que ce sera, puisque pour l'instant, un flou artistique règne sur un certain nombre de monuments de la vallée des Pyramides, puisqu'ils ne semblent pas avoir été tous construits en même temps. Donc commençons déjà par dater l'intégralité des monuments, la vallée elle-même, faisons des études glaciologiques sur cette vallée pour voir ce qui a bien pu se passer. S'il y a eu de la glace, on va trouver des moraines. Si on trouve des moraines, on pourra dater. Commençons par le commencement, merci. Et à partir de là, vous verrez qu'on ne trouvera pas de moraines là-bas pour la bonne raison que j'ai déjà arpenté les 30 km² et que s'il y avait eu des moraines, je ne suis pas un glaciologue professionnel, mais je me suis fait chier quand même un certain nombre de mois à écrire mon bouquin et à fréquenter des glaciologues pour savoir reconnaître maintenant un endroit où il y a pu y avoir des glaciers d'un endroit où il n'y en a jamais eu. Encore une fois, toujours pareil. Sur certains points, ils ont raison, sur d'autres, ils ont tort. Alors s'ils me demandent à moi si je vois des pyramides partout, je ne suis pas obsédé, hein, donc ça va, je pense que je suis en très bonne santé psychologique. J'ai pour habitude d'analyser, de créer des grilles avec un nombre très important de paramètres avant de considérer qu'une pyramide en est une. Preuve en est ce qu'on a dit en début d'examen de notre interview, où j'ai été, je pense, particulièrement sans pitié sur les pyramides de Montevecchia, mais tout simplement parce que ça n'en est pas. Il faut savoir dire les choses comme elles sont. Quand il y a des pyramides, c'est des pyramides, et quand il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Et c'est tout. Ce n'est pas une question de créer des pyramides où il n'y en a pas. Maintenant, pour les autres pyramides de Bosnie, comme je l'ai dit, 4 jours n'étaient pas suffisants pour pouvoir les visiter toutes. En avril, je les visiterai toutes parce que je vais rester 15 jours et peut-être plus. Réponse en mai 2014. Alors commençons par ce qui fâche. Pour avoir les moyens mis en œuvre, il faut déjà avoir l'argent. Donc pour l'instant, nous en sommes d'abord à récolter les fonds, parce que l'expédition précédente, c'était peanuts à côté de ce qu'il va y avoir comme moyen à mettre en œuvre pour aller jusqu'au bout du raisonnement. Rappelons-nous que ce que je veux avec le PR2, c'est détenir les preuves ultimes
qui ne permettent plus de contester l'existence de ces civilisations antédiluviennes. Si on veut des résultats pareils, il faut s'en donner les moyens. Et ces moyens-là, il faut encore les réunir et les avoir. Deuxièmement, l'objectif pour moi, ça va être une mesure intégrale et parfaite de tout le tunnel Ravenay, puisque, comme je vous l'ai dit lors de cette interview, le but de l'opération, c'est de le reproduire et de vérifier ainsi si les phénomènes perçus, tous les phénomènes, ionisation, circulation d'air, etc., si tout peut se reproduire sur une maquette, même pas forcément à l'échelle, mais reproduisant parfaitement les tunnels, existe, alors nous aurons une preuve scientifique qu'il existe une architecture scientifique qui échappe à notre entendement. Deuxièmement, les fréquences. Nous savons où elles sont, nous avons à peu près la localisation des sources. L'objectif sera de déterminer comment atteindre ces sources, comment aller jusqu'au point d'émission. Ce sera un gros travail de recherche, de reconnaissance intégrale, notamment pour la pyramide du Soleil. Ce sera une recherche de la moindre faille, de la moindre grotte, pour essayer d'accéder à un couloir qui permettrait d'atteindre ces salles. Et ensuite, si ça, nous ne trouvons aucun point, par où il faudra percer pour accéder à ces chambres-là. Ce sera le but objectif, c'est effectivement de vérifier s'il y a une machine, s'il y a quelque chose derrière qui est technologique. Voilà, ça c'est un des points très importants. Après, il y a bien sûr, je dirais, toute une série de mesures sur le K2 qui devra nous permettre notamment de percer le couvercle et de filmer l'intérieur pour être sûr qu'on a bien un objet en face qui correspond à ce que l'on nous a présenté, car j'ai été noyé sous les rapports de différents organismes du monde entier. Semir Osmanagic et la Fondation des Pyramides de Bosnie ont été très généreux en documents. Le problème, c'est que maintenant, il faut que je vérifie si ces documents sont en corrélation avec ce que je trouve sur le terrain. Parce que même un rapport se falsifie. Donc, mon objectif à moi, je l'ai dit, je ne parlerai que de choses qui sont tangibles, qu'on peut voir, mesurer, comme moi. Et le moment venu, je pense que les gens qui voudront faire la démarche et aller dans ces pyramides pour voir et mesurer ce que moi j'aurais vu, pourront le faire et ainsi vérifier que ce que j'avance est vrai. Dans le cadre des futures fouilles qui auront donc lieu en avril 2014, à partir du mois d'avril 2014, fin avril, début mai. Fin avril, début mai. Oui. De quoi auriez-vous besoin? Vous pouvez faire passer un message à nos internautes? Non. On va me taxer de faire une action commerciale. Si je dis j'ai besoin de sous, c'est pourtant évident. Mais si je dis j'ai besoin de sous, les gens vont vous dire c'est un escroc qui veut récupérer du fric pour aller faire du sensationnalisme sur les pyramides. Alors je ne vais pas vous dire ce que j'ai vraiment besoin. Maintenant, il faut savoir une chose, la recherche coûte des sous. Ce genre d'investigation coûte des sous. Même le CNRS et les grands établissements comme la DRAC, le DRASM, etc. n'ont pas des moyens d'aller récupérer des épaves sous l'eau et c'est des institutions d'État. Comment voulez-vous qu'NSI, qui est une fondation privée, puisse décrocher des centaines de milliers d'euros pour faire ce genre d'investigation? On fait ce qu'on peut pour réunir les capitaux. On a créé, moi-même, j'ai créé un certain nombre de livres dont je fais d'ailleurs sacrifice la plupart du temps de mes droits d'auteur pour pouvoir arriver à générer des capitaux pour lancer ce type d'expédition. On a de généreux donateurs, et quand je dis généreux, aujourd'hui, un généreux donateur, c'est 100 euros. Donc, c'est pas que des gens ne pourraient pas nous donner plus, mais rappelons-nous que nous sommes en crise économique. Nous avons des généreux sponsors, comme PCE Instruments, qui a été particulièrement généreux avec nous. Et nous avons après un public, des amis sur le net qui font ce qu'ils peuvent à leur niveau pour communiquer et dire donnez un coup de main à Dominique, donnez un coup de main à NSI parce que ça vaut quand même le coup et qu'il est très facile de dire moi je veux que le monde change, moi je veux que l'histoire change, moi je veux la vérité. Et la vérité elle a un prix. Et ce prix, est-ce que vous êtes prêt à le payer? À ce propos, vous avez mentionné votre ouvrage qui devrait sortir. Oui, Pyramide de Bosnie,
Recherche au-delà du mystère, oui. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? Ben, c'est justement un livre d'abord qui a été complètement conçu pour financer le RP2. C'est en fait à la fois un carnet de route, un livre scientifique sur la vallée des pyramides, des différents monuments, en excluant bien entendu ce que je considère moi comme étant des fakes. Donc il y a des choses qu'on va trouver dans ce livre qu'on ne trouvera pas sur Internet, ou plutôt qu'on trouvera sur Internet mais pas dans mon livre, tout simplement parce que je sais quand même encore évaluer ce qui me paraît être d'ordre antique de ce qui ne l'est pas, construit de ce qui ne l'est pas, mais c'est un livre qui va permettre aux gens déjà de savoir ce qu'on a fait pendant le RP1, qu'est-ce qu'on est allé chercher, qu'est-ce qu'on voulait trouver, qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé des fois, et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour confirmer l'essai. On est comme en rugby là. Nous avons fait un essai, il faut transformer. Et la transformation, il nous faut un sacré Johnny hein, pour faire un bon client. Vous savez qu'on est de Toulon, nous. Hein, alors. Et pour conclure cet entretien sur un plan un peu plus personnel, comment vous définiriez-vous aventurier, archéologue, géologue passionné, volontaire? Vous cherchez les coups? Non, parce que je l'ai dit depuis le début. Ne m'insultez pas, soyez gentils, je ne suis pas archéologue, nom de Dieu. Il faudra un jour, public, oh cher public, comme dirait Dubosc, qu'on arrête de m'appeler archéologue. Je ne suis pas archéologue, je n'ai pas fait d'études d'archéologue, je suis un passionné d'histoire. J'écris des bouquins sur l'histoire et j'ai la chance d'avoir des amis grands scientifiques qui considèrent que j'ai quelques compétences. Assez pour faire de moi un expert mondial en matière de civilisation préantique. Merci au maître. Mais je ne suis pas archéologue, je suis un aventurier, avant tout. Ça fait 30 ans que je vis d'adrénaline, de défis, de difficultés, de voyages, et c'est à ce titre-là. Pourquoi je vais sur les pyramides de Bosnie? Mais parce que le défi est d'ampleur. Le vrai défi là-dedans, est-ce qu'il a existé des civilisations avant Sumer, des civilisations antédiluviennes? Et je terminerai cet entretien par une phrase que je trouve tout à fait à propos. Faudra-t-il réécrire l'histoire? Merci Dominique Jumblaud, merci d'avoir répondu à notre appel, à l'appel des internautes du site onekashtu.com. Je remercie tout le monde, y compris les internautes qui ont posé des questions.